Donc, je m'appelle Cécile Le Guerne, je travaille au BRGM où je suis ingénieure de recherche sur les questions de sols urbains. Et je vais laisser peut-être Hélène se présenter également. Voilà, bonjour à tous. Hélène Garnier, je suis directrice de la mission planification urbaine à Nantes Métropole. Et donc, nous allons évoquer donc, la cartographie de la qualité des sols et le lien avec le zéro artificialisation nette au travers d'une présentation du projet MUSE et donc du point de vue de la collectivité sur ce sujet. Donc, je vous présenterai rapidement le projet MUSE, le cas d'études nantais et puis les apports de la connaissance des sols sur les pratiques de planification urbaine plus spécifiquement. Donc, le contexte, il a déjà été largement précisé auparavant, hein, le lien avec la loi biodiversité et le zéro artificialisation nette. Donc, avec ce besoin de préserver et de restaurer des sols, le sol assurant effectivement de nombreuses fonctions écologiques, hein, comme de régulation de l'eau, du carbone, des nutriments, des fonctions qui sont plus vocation anthropique, comme la production alimentaire et de biomasse, les questions d'épuration, notamment de support hein, et d'activité ou de construction, des fournitures de matières premières. À ceci près que sur les sols, on en a une connaissance partielle, si on a une relative bonne connaissance des sols ruraux, avec des cartes, des données disponibles, mais beaucoup moins de connaissances hein, sur les sols urbains, avec peu de données et aussi beaucoup de dynamique forte, hein, une évolution forte avec des mutations. Et donc, on peut se poser la question des outils d'aide à la décision qui peuvent être utiles en planification urbaine. Et on a commencé à voir la place des sols dans la planification urbaine hein, précédemment. Donc, dans ce cadre, c'est dans ce cadre-là, hein, de ce contexte que le projet MUSE a vu le jour. Donc, c'est un projet qui est cofinancé par l'ADEME, piloté par le CEREMA avec un ensemble de partenaires hein, recherche, qui vise à intégrer la multifonctionnalité des sols dans les documents d'urbanisme. Et donc, c'est un projet de recherche et développement à visée opérationnelle. Donc, son idée, enfin, l'objectif, hein, c'est de développer des méthodes opérationnelles pour prendre en compte la qualité des sols, donc leur capacité à fonctionner et leur multifonctionnalité, à partir de données mobilisables à un instant donné, donc sur la base d'indicateurs qui permettent de le relier à des fonctions et à des enjeux de territoire, avec une approche simplifiée, mais suffisamment précise quand même, pour aider à la décision. Alors, c'est un groupe de chercheurs, mais l'idée, c'est de co-construire avec les collectivités. Et donc, il y a beaucoup d'interactions avec les collectivités. Et la méthodologie est testée avec 3 collectivités partenaires, donc Nantes Métropole, Châteauroux Métropole et Aix-Marseille Métropole Aix-Marseille. Donc, avec différentes phases hein, de sensibilisation, d'enjeux de co-construction, de tests d'appropriation, avec ces 3 collectivités, mais aussi avec des échanges hein, à l'échelle nationale plus large. Donc, l'échelle de travail retenue, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, qui prend donc à la fois le milieu urbain, le milieu périurbain et le milieu rural. Donc, avec des sols agricoles, des sols naturels, mais également des sols non couverts dans le tissu urbain. Et donc, on revient à ce qu'on avait tout à l'heure, un sol imperméabilisé, sol non imperméabilisé. Là, on est sur les sols non imperméabilisés. Donc, le sol, il couvre de nombreuses fonctions, comme évoqué tout à l'heure. Dans le cadre du projet, on n'a pas pu toutes les traiter. On a choisi de s'intéresser plus spécifiquement aux fonctions écologiques. Donc, la régulation du cycle de l'eau, le stockage, filtration et transformation des nutriments, réservoir de biodiversité du sol, réservoir de carbone, et aussi la production d'aliments et de biomasse, hein, qui est un peu à cheval entre le volet écologique et fonctions anthropiques. La question des polluants, du support d'activité de matières premières a été, voilà, pour le moment, moins traitée. Et le choix des fonctions écologiques, là, c'est pour une sensibilisation hein, au potentiel intrinsèque des sols.
en lien avec le diagnostic et les enjeux de territoire. Alors, on sait aussi plus potentiel intrinsèque des sols dans le cadre du diagnostic des sols, plutôt sur une approche statique, sur les caractéristiques pérennes du sol, sachant qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont dynamiques, et notamment dans les fonctions écologiques, il y a des caractéristiques dynamiques des nutriments, qui là de même est traité sur lequel on peut moins le focus. Donc, on va faire le focus sur les quatre de ces fonctions. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour prendre en compte, quelle méthodologie on a développé pour prendre en compte les quatre fonctions retenues? On a eu, donc l'idée c'est d'avoir une approche visuelle, donc cartographique, avec, en fonction des données disponibles, une approche directe ou indirecte qui a été mise en place. Donc, l'approche directe, elle s'appuie donc sur des données existantes sur les sols, en particulier en provenant de la base de données Donsol que gère l'INRAE, sur lesquels il y a des calculs qui sont faits à partir des paramètres et des indicateurs de qualité du sol. Ces calculs sont faits sur la base d'un référentiel qui est la carte régionale des sols, qui couvre donc le volet rural et périurbain. Et l'approche SIG permet de synthétiser les propriétés par unité cartographique de sol et de fournir un ou plusieurs indicateurs qui permettent de renseigner une fonction et d'avoir un indicateur pour une fonction donnée. L'autre approche, c'est l'approche indirecte, quand on n'a pas de données d'échantillons ponctuels suffisantes. Ça a été notamment le cas pour les stocks de carbone, la biodiversité sur lesquels il existe des statistiques régionales ou nationales. Et donc là, on a utilisé ces statistiques qu'on a appliquées à des modèles d'occupation des sols qui permettent d'avoir une propriété probable par type d'occupation de sol et de renseigner également des indicateurs qui permettent donc d'établir un indicateur de fonction. Et le croisement donc des indicateurs des différentes fonctions permet développer un indice de qualité multifonctionnelle des sols. Alors, je présentais les résultats. Alors, ah oui, d'accord. Résultats sur Nantes Métropole avec les 4 cartes de fonctions qui ont été établies. Donc, par l'approche directe, on a d'une part le potentiel agronomique. On voit donc un classement du potentiel agronomique de manière du moins favorable en rouge au plus favorable en vert foncé, avec donc du fait de la méthode choisie, donc l'utilisation de cartes pédologiques, le fait que le cœur urbain n'est pas couvert. L'autre carte correspondante, c'est celle de régulation du cycle de l'eau, pareil avec des secteurs plus ou moins favorables, et le cœur urbain de la même manière qui n'est pas couvert. L'approche indirecte, donc sur le stock de carbone, vous voyez ce que ça donne avec forcément donc le stock de carbone le plus élevé qui est plutôt en extérieur de ville et des stocks forcément moindres dans le cœur de ville. En termes de biodiversité, on est sur le même constat. Et donc, vous voyez la carte du bas qui donne une idée du croisement et ce que donne cet indice de multifonctionnalité des sols, sachant que le cœur urbain, du coup, n'est renseigné qu'à partir de 2 des 4 fonctions. Mais qu'on a fait une pondération pour limiter le biais lié à cette absence de renseignement sur certaines fonctions. Donc, voilà pour les résultats du projet Muse, et je vais donc passer la parole à Hélène Garnier pour qu'elle apporte le point de vue de Nantes Métropole. Alors pour Nantes Métropole, on a élaboré un PLUI dans le précédent mandat, donc il a été approuvé en avril 2019, avec des objectifs et des outils pour la préservation des sols, notamment des objectifs ambitieux dans le projet d'aménagement et de développement durable,
puisqu'on a considéré que les espaces non construits, alors bien sûr, on était encore dans une approche mode d'occupation des sols, beaucoup aussi une approche de connaissance, par exemple, de la biodiversité, du cycle naturel de l'eau par des études spécifiques. Mais on a été engagé dans le programme MUSE après l'approbation du PLUM, et c'est ça qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir aller plus loin par rapport aux données que vient de vous présenter Cécile, dans la manière d'aménager le territoire dans le cadre qui a été fixé par le PLUM. Donc vraiment le sol considéré comme une ressource non renouvelable et donc il faut ménager, mais dans une approche aussi écosystémique entre l'eau, l'air et les sols, sachant que notre métropole est une métropole en forte croissance puisqu'elle accueille environ en moyenne 9000 habitants chaque année sur un total de 620 000 habitants et qui a également une forte croissance en matière économique et en matière de demande d'équipement pour répondre aux besoins des habitants. Donc, on est vraiment dans cet enjeu à la fois de pouvoir continuer à construire et de pouvoir préserver nos ressources. Donc, l'enjeu densité par rapport au ménagement des sols est vraiment fort chez nous. On a traduit ces objectifs ambitieux dans le PADD avec divers outils, notamment une orientation d'aménagement et de programmation thématique trame verte et bleue et paysage, dont l'une des orientations est de ménager les sols naturels, avec des cartographies associées et des espaces qui sont protégés au titre du PLUM et qui permettent de ménager les sols en dépassant la dichotomie qui est actuellement faite dans les bases de données statistiques sur l'artificialisation des sols. On a tout ce qui n'est pas, pour faire simple, dans la tâche urbaine qui est considéré comme des espaces non artificialisés, et au sein de la tâche urbaine, on est complètement dans les sols artificialisés. Donc c'est tout l'enjeu du travail à mener pour tendre vers le zéro artificialisation nette. On a mis en place un coefficient de biotope par surface, je vais y revenir juste après, des outils de protection et des règles de qualité environnementale qui sont assez classiques dans les PLU aujourd'hui. Et on a bien vu dans cette démarche des limites à dépasser. Bien sûr, cette question des sols est quand même une révolution pour tous les acteurs de l'aménagement, notamment avec toutes les contraintes qu'a rappelé Christine Lafeuille en début d'introduction et également qu'a rappelé le juriste. On a beaucoup de contraintes réglementaires à aussi respecter. Et puis une autre limite à dépasser, et c'est tout l'intérêt du programme MUSE par exemple, c'est d'avoir une connaissance approfondie des sols pour pouvoir éclairer l'aide à la décision et proposer aux élus les meilleurs choix possibles en matière de développement urbain, par exemple. Si tu peux passer à la diapo d'après, Cécile. Oui. Donc, on a mis en place un coefficient de biotope par surface. C'est un outil qui a été introduit, si ma mémoire est bonne, par la loi ALUR, mais que d'autres collectivités ont déjà expérimenté, et notamment Berlin a été une des premières villes à le mettre en place. L'intérêt de cet outil réglementaire, c'est de pouvoir concilier la densification urbaine et la préservation des fonctionnalités écologiques, en particulier des sols, mais aussi des fonctionnalités hydrologiques, en permettant à chaque projet, en fonction d'un objectif qui lui est fixé d'atteindre une valeur de CBS, de définir comment le projet va mettre en œuvre cet objectif de CBS. Le CBS, ça permet d'avoir une part de végétalisation, de capacité d'infiltration des sols ménagés dans chaque projet. Donc, il est construit, donc c'est une formule mathématique qui est donc le rapport entre les différents types de surfaces qu'on a appelé éco-aménagées dans le projet, avec des coefficients de pondération sur la surface du terrain d'assiette du projet. Et on a déterminé des valeurs de CBS à atteindre en fonction de la nature de l'occupation des sols dans les différents secteurs de la métropole, en fonction aussi de leur richesse écologique connue, par exemple un inventaire des zones humides, un inventaire des arbres remarquables, etc. Et la valeur de ces CBS à atteindre en fonction de la caractéristique des quartiers
existants et de la nature des sols présents dans ces quartiers, et aussi en fonction de l'intensité de développement prévue dans ces différents secteurs, donc des objectifs de densification urbaine. Et pour certains secteurs, notamment des quartiers à vocation plutôt plus résidentielle, on a été jusqu'à imposer une pleine terre à 100%, c'est-à-dire que tout projet doit, sur les parties qui ne sont pas construites, préserver à 100% de la pleine terre. Et dans d'autres secteurs plus denses, comme les centralités urbaines, il y a une valeur de CBS à atteindre qui est de 0,4 sans pleine terre imposée. Donc là, on n'est plus sur des sols naturels, mais bien, par exemple, introduire une végétalisation en toiture avec des coefficients de pondération en fonction de l'épaisseur de terre en toiture, du type de végétation qui peut se développer, de la capacité d'infiltration des eaux, etc. Ce travail, il a été mené de manière, en ayant connaissance plutôt de l'occupation des sols et des inventaires, mais pas encore au regard des données qui ont été produites par Muse et que Cécile vient de vous présenter. Et donc, notre intention pour la suite de la vie du plume, c'est de pouvoir déjà tirer un premier bilan d'application de ce coefficient de biotope par surface dans les autorisations du droit des sols et de voir comment on peut aller plus loin, notamment en ayant une connaissance plus approfondie de la nature des sols dans la métropole. Dernière diapo. Donc, bien sûr, les données sur les sols vont nous permettre de réfléchir à la mise en œuvre de l'objectif zéro artificialisation nette. Pour l'instant, dans notre PLU intercommunal, on a fixé un objectif de réduction de 50% au moins de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est-à-dire de diminuer de manière significative par rapport aux enjeux de développement que j'ai indiqués tout à l'heure, l'étalement urbain. Et maintenant, il va s'agir dans l'enveloppe urbaine existante de voir comment on peut concilier le développement urbain, la préservation des sols, en éclairant les choix de développement en fonction de la connaissance approfondie des sols. On s'est fixé 3 priorités dans la connaissance approfondie des sols. C'est capacité à développer de la végétalisation, à infiltrer les eaux et à réguler le microclimat local, donc le confort thermique. On voit bien évidemment qu'il y a une pédagogie nécessaire auprès de tous les acteurs, que ce soit les élus, les professionnels de l'aménagement, le grand public, pour bien faire comprendre le sens de cette démarche et aussi l'intérêt que tout à chacun pourrait avoir à aménager les sols. Donc là, il y a du travail à faire. Et on est aussi dans une démarche de capitalisation des connaissances sur le sol pour avoir des données plus précises et localisées, donc notamment intégrées dans un système d'information géographique, et de pouvoir aussi se donner la capacité d'avoir un suivi dynamique des mutations intervenant sur les sols. Donc, par exemple, on a travaillé aussi avec le CEREMA dans le cadre d'Urban Simul pour intégrer un certain nombre de données. Et là, on va s'engager dans un programme de recherche sur la désimperméabilisation des sols intégrée à Urban Simul pour pouvoir avoir une stratégie d'aménagement associée à une stratégie foncière avec des connaissances donc approfondies sur les sols qui vont supporter demain l'évolution du territoire métropolitain. Là, de manière succincte, comment on a intégré cette question des sols dans notre document d'urbanisme et quels sont les axes de travail pour la suite.